Alors, aujourd'hui, je vais commencer surtout par vous parler de la dynamique des fronts dans le cas du modèle d'Ising. Donc, les fronts dans le modèle d'Ising. Alors, le modèle d'Ising, on va fêter cette année ou dans ces années qui viennent son centenaire. Il date donc de 1920 et il a été inventé par Lenz, en fait, qui était le directeur de thèse de Ising. Et Ising, alors bon, je vais expliquer ce dont il s'agit. Et Ising a donné la solution du modèle d'Ising à une dimension, ce qui est quelque chose qui est en fait très facile à faire. Bon, c'est un des modèles les plus importants de la physique statistique et il se formule de la manière suivante. Vous prenez un réseau régulier et sur chaque site de ce réseau, vous avez une variable SI qui peut prendre deux valeurs possibles, plus 1 ou moins 1. Voilà. Et la seule chose qu'on se donne dans le cadre du modèle d'Ising, c'est l'énergie d'une configuration qui est J somme sur les paires de voisins de SI, SJ, moins, si on met un champ magnétique, somme sur I de SI. Voilà. Ça formule complètement le modèle d'Ising si on veut connaître ses propriétés d'équilibre. Donc on a une énergie pour chaque configuration. Et étudier le modèle d'Ising à l'équilibre, ça revient à essayer de calculer la fonction de partition, c'est-à-dire la fonction de partition est donnée par Z, qui est la somme sur tous les états possibles, c'est-à-dire sur tous les spins qui valent plus 1 ou moins 1 de E puissance moins bêta E d'une configuration. Et bien que le problème est facile à formuler, le résoudre est une chose beaucoup moins facile. Et je vous dirai quelques mots sur quelques résultats, très rapidement. Alors, c'est un modèle qui est censé représenter quoi? Eh bien, plusieurs situations physiques. La première, c'est un modèle de ferromagnétisme. Pour des systèmes métalliques comme le fer, alors, il y a certains métaux qui ont la propriété que l'alimentation spontanée des petits domaines ou des spins a plutôt tendance à se diriger dans une direction particulière, vers le haut ou vers le bas, disons. Et donc, SI égale plus 1 va dire que le petit témoin élémentaire, le spin, est dirigé vers le haut, moins 1 vers le bas. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est un modèle pour des alliages. Donc, si vous avez, par exemple, un alliage entre deux métaux différents, je ne sais pas, le cuivre et le manganèse, par exemple, eh bien, vous allez considérer que le spin I égale plus 1 correspond à la présence d'un atome de cuivre et moins 1 à un atome de manganèse. Et vous voulez vous poser la question de savoir éventuellement si les atomes d'un type vont se regrouper quand vous allez changer la température. Le troisième type de système, c'est un modèle de fluide. Et SI égale plus 1 va indiquer qu'une particule est présente en un site du réseau, et moins 1 que ce site est vide. Alors, très brièvement, ce modèle d'Ising, Lenz l'a proposé, donc c'est Lenz qui l'a proposé à Ising. Ising a donné la solution pour la situation à une dimension en 1925. Bon, et cette solution n'était pas très intéressante parce qu'il n'y avait pas de transition de phase. Et puis, par la suite, des travaux importants ont suivi. Et peut-être le premier travail majeur dans la question, c'est un travail qui est dû à Peierls, qui date de 1936, où il a prouvé l'existence d'une transition de phase si la dimension est plus grande ou égale à 2.
C'est l'argument de Peierls, pour ceux qui l'ont déjà vu. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que je vais plutôt m'intéresser à la dynamique. Ensuite, en 1941, enfin, ça c'est vraiment les premiers travaux les plus importants, eh bien, il y a Vanier et Kramers qui ont trouvé la température critique en dimension 2 par un raisonnement de dualité. Ils ont montré que calculer l'énergie libre dans la phase haute température et basse température, qu'il y avait une relation, et ça leur a permis de déduire la température de transition. Alors eux, en 1941, vous imaginez que beaucoup de gens avaient d'autres chats à fouetter, mais l'un et l'autre vivaient dans des pays neutres, l'un au Danemark et l'autre en Suisse. Et en 1944, Onsager a résolu le cas à deux dimensions. Donc il a trouvé la solution du modèle d'Ising à deux dimensions, et encore, il l'a trouvé quand le champ est nul. Et ça, c'est considéré comme un résultat majeur en physique statistique. Alors, qu'est-il advenu d'Ising? Ising, il a été pris dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, et donc il a fui l'Allemagne en 1938, et donc il y a toutes ces aventures et ces problèmes à ce moment-là, et il s'est retrouvé aux États-Unis en 1947, où il a découvert que le modèle d'Ising avait toute une histoire et avait beaucoup progressé depuis tout ce temps-là. Alors, un des résultats majeurs qui est facile à écrire dans le cas du modèle d'Ising, c'est le résultat d'Onsager, un des résultats d'Onsager, qu'il a calculé l'aimantation spontanée du modèle d'Ising. Et donc, il a montré, c'est une formule assez, très connue, il a montré que si je reprends le modèle d'Ising en dimension 2 sur un réseau carré, l'aimantation en champ nul, donc si on met un champ nul, est donnée par une formule totalement explicite, qui est la suivante. L'aimantation est donnée par plus ou moins sinus hyperbolique de... plus ou moins 1 moins sinus hyperbolique de 2j sur t puissance moins 4, et le tout à la puissance 1/8. Donc c'est une équation fermée, et donc il y a toute une histoire sur la façon dont il a révélé ça dans une conférence sans l'avoir publié auparavant. Donc les gens qui étaient à la conférence ont vu cette formule pour la première fois, et apparemment la première fois qu'elle a été publiée, c'est 4 ans après ou 3 ans après par Yang en 1952. Et je crois que c'est assez longtemps après que Onsager a publié la façon dont il était arrivé à ce résultat. Alors ce résultat, c'est un résultat d'équilibre, donc ça résulte du calcul de la fonction de partition dont je parlais tout à l'heure. Et ce résultat, il met en défaut la théorie de champ moyen, puisqu'il prédit que l'aimantation va s'annuler en Tc moins T puissance 1/8 quand on s'approche de cette température Tc. Donc quand on arrive ici, la forme de cette courbe, c'est Tc moins T puissance 1/8, alors que les théories de champ moyen qui prévalaient jusqu'à ce moment-là prédisaient que l'aimantation s'annulait avec une puissance 1,5. Donc ça, c'est une très brève histoire de ce modèle d'Ising d'équilibre. Et ce dont je vais parler maintenant, c'est la dynamique du modèle d'Ising. Et autant l'équilibre est commun, c'est le même modèle qu'on peut utiliser pour décrire l'équilibre du fluide dont je parlais tout à l'heure, du ferromagnétique ou des alliages. Autant quand il s'agit de parler de dynamique, il faut distinguer tous ces cas. Donc la dynamique, dans le cas ferromagnétique, c'est une dynamique de Glauber, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, dans un tout petit moment. Cette dynamique de Glauber, qui date de 1963, elle consiste à dire qu'au cours du temps, les spins peuvent se retourner. Ils vont se retourner avec des taux qui vont dépendre de leur environnement. Donc un spin plus
peut s'échanger avec un spin moins, avec des taux dont je parlerai un tout petit peu plus précisément dans un moment. Donc ça veut dire que la somme des spins n'est pas conservée. Donc la somme des SI n'est pas conservée. N'est pas conservée. Si vous prenez un alliage, bien, les mouvements possibles dans un alliage, c'est que des atomes d'une espèce vont s'échanger avec des atomes d'une autre espèce. Il ne va pas y avoir soudain le nombre d'atomes de cuivre qui va évoluer. Donc, on a une dynamique de ce type, c'est qu'il va y avoir, si je représente par exemple les atomes d'un certain type par des points noirs, comme ça, bien, à certains moments, il va y avoir une configuration, certains sites qui vont être occupés, et les mouvements possibles vont être que une particule ou un spin plus va sauter sur un site voisin à condition de s'échanger avec un site moins. Donc, le nombre de particules totales va être conservé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dynamique de Kawasaki. Qui date des années 70. Et si vous vous intéressez plutôt à un fluide, eh bien, dans le cas d'un fluide, il y a non seulement le nombre de particules qui va être conservé, mais aussi l'impulsion. Donc, dans un fluide, il y a la quantité de mouvement qui va être conservée aussi, et donc ça va conduire à des effets hydrodynamiques qui vont rendre encore l'analyse de la dynamique un cran plus compliqué. Donc, il y a des effets hydrodynamiques. Donc, avec une conservation, le nombre de particules et la quantité de mouvements qui sont conservés. Bon, alors, ce dont je veux parler, c'est de la dynamique. Je vais parler essentiellement de la dynamique dans le cas ferromagnétique. Je dirai quelques mots dans le cas d'un alliage, c'est-à-dire sur la dynamique de Kawasaki. Mais la situation qu'on voudrait décrire, c'est la situation suivante. C'est on part à un instant donné avec une situation désordonnée, homogène, et puis on refroidit le système. Et quand on va refroidir le système, eh bien, il a envie de se trouver soit dans la phase plus, soit dans la phase moins. Donc, ça, c'est l'aimantation en fonction de la température. Donc, si on refroidit un système, il va y avoir ce qu'on appelle une décomposition spinodale. Alors, dans le cas de la dynamique de Glauber, c'est-à-dire dans le cas où les spins peuvent se retourner, ce à quoi on va aboutir, donc, quand on va refroidir le système, eh bien, mettons qu'on parte en champ nul. Si vous prenez votre système et que vous le refroidissez, eh bien, à la fin, il va soit se retrouver entièrement avec l'aimantation M étoile ou entièrement avec l'aimantation moins M étoile. Essentiellement, il y a une des phases qui va dominer. Comme les spins peuvent se retourner, il va y avoir une espèce de majorité qui va se créer et on va se retrouver avec quelque chose qui est entièrement aimanté dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est avec la dynamique de Glauber, quand on ne conserve pas le nombre de spins. Quand on conserve le nombre de spins, la somme totale des spins, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le phénomène de décomposition spinodale. Bien, c'est que asymptotiquement, le système va séparer les deux phases tout en conservant que la somme des spins est fixée, et donc on va se retrouver avec des situations finales, par exemple, du genre une goutte d'aimantation plus dans une mer d'aimantation moins, de façon à ce que la somme de tout ça va être le nombre, l'aimantation totale initiale,
ou bien l'inverse, une goutte M étoile, et puis dans une mer de moins M étoile dans une mer de M étoile, ou bien, ça c'est dans des situations où l'aimantation de départ était plutôt négative. S'il y a équilibre, on peut voir des figures un peu plus compliquées, du genre, par exemple, le système peut se décomposer en une bande, avec une bande plus M étoile ici, moins M étoile là. Il y a coexistence. En fait, on a refroidi le système et il y a ce qu'on appelle la décomposition spinodale. Alors, je vais essayer de vous dire quelles sont les théories qui existent sur cette décomposition spinodale, mais juste, j'ai voulu essayer de montrer des courbes. J'espère que ça va marcher. Donc, j'ai essayé de montrer ce qui va se passer selon que l'on utilise la dynamique de Glauber ou la dynamique de Kawasaki. Donc, dans le cas de la dynamique de Kawasaki, où on laisse, on conserve le nombre de spin plus et de spin moins, si on commence, j'ai emprunté ça sur Internet, si on commence avec une configuration assez désordonnée, là déjà on a laissé le système évoluer pendant un certain temps, et on voit une figure qui est en train enfin un système avec des espèces de bandes qui se mettent à croître. Ces bandes, ici on voit ces bandes parce que la condition initiale, il y avait autant de plus que de moins. Et ça rappelle des choses dont Michel Drault a parlé. La seule différence, c'est qu'ici, si on laisse évoluer le système pendant très longtemps, eh bien, ces bandes vont devenir de plus en plus larges. Il ne va pas y avoir une taille finale de ces bandes. On va avoir quelque chose avec des régions comme ça qui vont avoir des tailles de plus en plus grosses et qui sont autosimilaires, c'est-à-dire que si on regarde le système à l'instant final, qui est tout en bas à droite, eh bien, il ressemble à un changement d'échelle près à ce qu'il était à un instant antérieur. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la dynamique de Kawasaki. Si vous passez à la dynamique de Glauber, alors il n'y a aucune raison de conserver le nombre de spin, et vous partez de quelque chose de mélangé, et vous allez voir des figures comme celle que je montre ici à différents stades de l'évolution, et asymptotiquement, je n'ai pas dessiné ce qui se passe à l'instant final, mais vous allez observer qu'il y a une des deux phases qui a gagné. Donc, ce qu'on voudrait décrire, c'est la façon dont cette évolution se produit, quelles sont les équations qui vont gérer cette évolution, qui vont permettre de la décrire. Donc j'arrête ici avec ces figures. Voilà. Et maintenant, je vais essayer d'indiquer les théories qui existent. Alors, ces théories, en fait, la théorie principale qui existe pour expliquer à la fois le cas ferromagnétique et le cas des alliages, c'est des théories qui sont dues à John Kahn. Et donc, alors, historiquement, en fait, le cas de Glauber a été décrit par John Kahn. Alors, John Kahn, c'est un métallurgiste, hein, donc c'est pour ça qu'il s'intéresse aux alliages. Lui aussi, comme Ising, il vient d'Allemagne. Et pour les mêmes raisons, il a été s'installer aux États-Unis. Alors, l'évolution dans le cas de Glauber, ça va aboutir à une équation qu'on appelle les équations de Allen-Kahn. Donc, Allen-Kahn, qui date des années, j'avais noté ça, bon, je pense que 1972-73, enfin, je n'ai pas noté. Alors, ces équations de Allen-Kahn, elles vont dire comment, quand on regarde à grande échelle, évolue l'aimantation du système. Donc au lieu de parler d'un spin sur chaque site, on imagine qu'on regarde le système à grande échelle, donc on va avoir une certaine aimantation qui dépend de x et de t, et l'équation de Allen-Kahn nous dit que l'évolution de cette aimantation est donnée par Laplacien de m plus m moins m3, éventuellement s'il y a un champ h. Donc ça, c'est une équation d'Allen-Kahn. Et ce que je vais essayer de vous montrer assez rapidement, c'est comment,
en partant de la dynamique de Glauber, en précisant ce qu'est la dynamique de Glauber, on arrive à cette équation de Allen-Kahn. Donc ça, c'est dans le cas où c'est le cas ferromagnétique, c'est-à-dire le cas où l'aimantation n'est pas conservée. Il y a d'autres équations qui sont en fait antérieures à Allen-Kahn, qui sont les équations de Kahn et Hilliard, qui vont correspondre au cas de Kawasaki, c'est-à-dire où l'aimantation est conservée. Je vais les écrire dans un petit instant. Enfin, je vais les écrire tout de suite. Donc, dans le cas Kawasaki, quand on regarde le système à grande échelle, ça va être dm sur dt égale Laplacien de m3 moins m moins m3 moins m moins Laplacien de m. Donc il y a un double Laplacien, si vous voulez. Donc essentiellement, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici, on va avoir le signe moins par rapport à tout à l'heure. Si vous prenez le cas de tout à l'heure avec h égale 0, vous mettez le signe moins, vous avez un Laplacien supplémentaire. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens simulent, laissent évoluer ce genre d'équation, ou cette équation-là, en prenant une condition initiale avec des m plus ou moins aléatoires, ils observent les mêmes figures que si on fait des simulations du système microscopique, les mêmes figures que ce que j'ai montré. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer comment on passe de la dynamique de Glauber à ces équations de Allen-Kahn. Et bon, pour éviter de vous embêter avec des calculs un peu longs, je ne referai pas la même chose ici dans le cas de la dynamique de Kawasaki qui conduit aux équations de Kahn-Hilliard que j'ai écrit ici et qui date de 65. Mais la procédure est vraiment la même. Alors, je vais partir de la dynamique microscopique et la dynamique de Glauber. Elle va consister à dire, voilà, imaginons que je découpe mon temps en intervalles de temps extrêmement courts, eh bien, je voudrais savoir comment ma configuration de spin évolue. Alors la dynamique de Glauber, elle fait quelque chose d'assez simple. Elle dit que si à un instant donné, j'ai un spin qui vaut plus 1 ou moins 1 dans un site, eh bien, à l'instant t plus dt, il va se passer plusieurs possibilités. D'abord, ce temps est infinitésimal, donc il est possible que ce spin ne bouge pas du tout, reste dans le même état, reste inchangé dans l'état où il était. Donc la première possibilité, c'est que, que SI à l'instant t, je vais faire plus bas, SI à l'instant t plus dt soit égal à SI à l'instant t. Et ça se produit avec une probabilité 1 moins dt. Donc c'est la probabilité que rien n'ait changé. Et puis s'il change, eh bien, donc s'il était 1, il est resté 1, s'il était moins 1, il est resté moins 1. Mais maintenant, supposons qu'il s'actualise. Il a une probabilité dt de s'actualiser. Alors, s'il s'actualise, il prend la valeur 1 avec probabilité dt fois e puissance hi sur t divisé par e puissance hi sur t plus e puissance moins hi sur t. Donc, et il vaut moins 1 avec la probabilité dt e puissance moins hi sur t sur e puissance hi sur t plus e puissance moins hi sur t. Où le champ hi, c'est le champ ressenti dû à ses voisins. Donc quand vous êtes, si je réécris l'énergie du modèle d'Ising, E égale moins J somme sur I voisin de J de SI, SJ moins H somme de SI. En fait, le spin SI, lui, le champ qu'il ressent, c'est un champ HI qui est dû au champ extérieur, qui est ce petit h, plus J fois la somme sur tous ses voisins de SJ.
Donc, c'est ce qui est en facteur de SI. Donc, ça, c'est le champ que ressent le spin. Et ça, c'est la façon dont les spins sont actualisés dans la dynamique de Glauber. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, en fait, il est facile de vérifier que cette dynamique, elle vérifie ce qu'on appelle la condition de bilan détaillé, qui fait qu'on est garanti que si on laisse évoluer le système avec cette dynamique, eh bien, asymptotiquement, on va trouver l'équilibre de l'ensemble canonique bien connu. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien, c'est facile de moyenner sur ce processus. Et donc, si je moyenne sur ce processus, je vois que SI à l'instant t plus dt, c'est un peu comme on l'a fait dans des cours précédents, on moyenne sur tout ce qui peut se passer entre l'instant 0 et l'instant t plus dt. Ça va être SI à l'instant t à moins dt. Donc ça, c'est si ce n'est pas actualisé. Et puis si c'est actualisé, eh bien, ça va valoir plus 1 avec cette probabilité et moins 1 avec cette probabilité, c'est-à-dire dt fois tangente hyperbolique de HI sur T. Alors, peut-être pour les puristes, j'ai fait ce que souvent les théoriciens font, la constante de Boltzmann égale à 1. Et donc, ça donne une évolution et là, il faudrait que je prenne la moyenne. Donc, ça va me donner une évolution exacte de l'aimantation d'un spin que j'écris d de SI sur dt égale tangente hyperbolique. Je vais expliciter ce que vaut le champ. J, somme sur J voisin de I, SJ plus H sur T moins SI. Et là, je moyenne. Et donc ça, c'est une évolution où je n'ai fait absolument aucune approximation. Donc, si je fais fonctionner cette dynamique de Glauber, le système, que je mesure l'aimantation à n'importe quel instant, elle va vérifier cette équation. C'est une équation exacte. Et c'est possible d'écrire d'autres équations exactes pour certaines évolutions de corrélation, etc. Le problème, c'est le problème habituel, c'est que ici, je voudrais avoir l'aimantation moyenne du spin I, et là, j'ai une fonction non linéaire des voisins, donc ça va me demander de connaître des corrélations entre ces voisins, et ça, c'est difficile à faire. Alors, pour arriver aux équations de Allen-Kahn, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des approximations. Et il y a une approximation qui est sévère en le faisant, c'est une approximation de champ moyen. Et l'approximation de champ moyen, elle va consister à remplacer la moyenne de la tangente hyperbolique par la tangente hyperbolique de la moyenne. Donc, pour arriver à Allen-Kahn, donc l'approximation la plus drastique que l'on fait, c'est de remplacer la moyenne de la tangente hyperbolique pour cette équation qui est exacte par une équation approchée qui est la tangente hyperbolique de la moyenne. Donc ça, c'est une approximation de champ moyen. Alors on peut se dire, bon, ce champ moyen, est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est raisonnable de faire cette approximation? Alors, c'est connu que le champ moyen décrit de manière inexacte les comportements critiques quand on est proche de TC, d'une part, et d'autre part, il néglige les fluctuations, ou il traite mal les fluctuations. Mais tout ça n'est pas très grave dans la mesure où ici, on est en train de refroidir le système au-dessous de TC. Si on voulait comprendre ce qui se passait pour l'aimantation dans le voisinage de la température critique ici,
alors le champ moyen, ce n'est pas la théorie adaptée, il faudrait renormaliser, il faudrait faire beaucoup de choses. Mais dans la mesure où on s'intéresse à ce qui va se passer quand on refroidit le système et qu'on est relativement loin de la température critique, le champ moyen est une approximation qui est bonne. En fait, on peut faire des tas d'approximations de champs moyens différentes, on peut les améliorer de manière assez systématique et avoir une description assez précise de ce qui se passe. Donc, pour ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont ces domaines vont croître et les fronts qui séparent les régions plus et les régions moins vont se déplacer. La théorie de champ moyen est suffisante. Si vous faites cette approximation de champ moyen, bon, bah déjà, on n'a plus qu'un seul champ qui est SI. Hein, donc, on obtient D de SI sur dt égale tangente hyperbolique de somme sur J voisin de I de SJ J sur T plus H sur T moins SI. Et maintenant, on est presque au niveau de l'équation de Allen-Kahn, dans la mesure où, si en plus on suppose que le SI varie lentement avec I, avec l'espace, donc c'est une fonction lentement variable de l'espace, si on suppose aussi que les SI ne sont pas très grands, assez petits, donc s'ils sont assez petits, alors ça a l'air d'être un tout petit peu contradictoire avec le fait qu'on veut être loin de TC. Bon, on prend ce type d'équation, si on suppose que c'est assez petit, on va remplacer la tangente hyperbolique par le début de son développement limité. Si vous faites ça et que vous supposez que les SI varient lentement avec la position, vous arrivez à quelque chose comme ça. Hein, donc, ce n'est pas la peine que je fasse le détail du calcul. Vous allez arriver à quelque chose comme ça, peut-être avec des coefficients. En fait, moi, je l'ai fait à partir du tangente hyperbolique. Ce à quoi je suis arrivé, c'est ici, il y avait un tiers, et là, il y avait 1 sur Z, le nombre de voisins. Mais en faisant un changement d'échelle sur l'aimantation, sur le temps, sur l'espace, ces coefficients, on peut arriver à les mettre égaux à 1, et donc on a ces équations de Allen-Kahn. Donc ce que je vais essayer maintenant, c'est de discuter ce qui se passe, ce que ces équations prévoient au niveau des fronts qui peuvent se déplacer. Parce que, en fait, le but, c'est d'essayer de comprendre comment les figures que j'ai montrées tout à l'heure se développent au cours du temps, comment ça bouge. Et disons, a priori, ces équations, elles sont vraies dans tout l'espace. Mais en fait, on voit bien qu'il y a des régions qui sont d'une couleur, à côté de régions d'une autre couleur, et entre ces deux régions, il y a une espèce d'interface, il y a une frontière qui est en train de se déplacer. Et on voudrait savoir, en particulier, comment l'interface se déplace quand on part de ces équations. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Et comme on l'a vu dans le cas des équations Fischer-KPP la dernière fois, eh bien, on va essayer d'abord de comprendre ce qui se passe au niveau des ondes progressives. Hein, vous voyez que l'autre jour, on discutait l'équation Laplacien M plus M moins M2. Alors là, on est M3. Alors, on va chercher des ondes progressives. C'est-à-dire, on va se placer dans une géométrie, pour commencer, qui est la plus simple possible. C'est-à-dire, on va supposer qu'on a une frontière, on va la prendre verticale. Ici, il va y avoir la phase M étoile, plus M étoile. Là, la phase moins M étoile, une région d'aimantation plus, une région d'aimantation moins. Et on voudrait savoir à quelle vitesse la région M étoile envahit la région moins M étoile. Alors pour faire ça, eh bien, la chose la plus simple, c'est de chercher des ondes progressives, c'est-à-dire de supposer que M de x et de t, M de x et de t, est de la forme un certain U de x moins vt. Donc je voudrais avoir
un front qui est en train d'avancer, qui va d'une région plus, disons, j'ai mis plus M étoile, moins M étoile, quelque chose qui va avancer comme ça. Et pour l'instant, je veux me placer dans le cas le plus simple, qui est h égale 0. Si le champ est nul, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, on prend un m de cette forme, et si on remplace, on arrive à une équation qui est toujours, comme on l'a vu la dernière fois, qui est d2u sur dx2. Donc là j'avais une fonction de deux variables, c'est devenu pour la forme de ce front une fonction d'une variable, égale moins v du sur dx moins u plus u3. Ça, c'est quand le champ égale 0, pour l'instant. Et donc, on peut refaire la même chose que ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire essayer de résoudre cette équation en utilisant un modèle mécanique. Alors, le modèle mécanique, c'est toujours le même. Je veux dire que U, j'ai envie de penser à U comme une variable d'espace et à X comme une variable de temps. Et donc, si je fais simplement ce changement de variable, j'arrive à d2u, d2y sur d tau carré égale moins v. Donc, c'est exactement ce que j'avais fait la dernière fois dans le cas de KPP, moins du sur dy, où u est un potentiel qui, dans le cas présent, vaut y2 sur 2 moins y4 sur 4. Donc, le problème mécanique auquel je suis confronté, c'est le suivant. J'ai un potentiel qui a cette forme. Je vais le faire plus bas. U de y en fonction de y. Donc c'est un potentiel qui a une forme de ce genre, qui est symétrique. Et je veux partir, un peu comme le skieur que je dessinais la dernière fois. Là, il y a mon skieur qui est là, qui veut descendre et il va arriver là-haut. Et maintenant, il faut jouer sur ce frottement pour qu'il arrive, qu'il parte de y égale 1 ici et qu'il arrive en y égale moins 1. Et vous voyez que, comme le potentiel est symétrique, la seule façon de faire, c'est que la vitesse soit 0. Parce que dès que je vais introduire un frottement, il va perdre une partie de son énergie. Il ne va pas arriver à remonter jusqu'en haut là. Donc, on voit déjà dans un cas comme ça qu'il y a, au lieu d'avoir toutes sortes de vitesses, comme c'était dans le cas de l'équation Fischer-KPP, ici, il y a une seule vitesse et elle vaut 0. Donc, ça me dit que si j'ai une interface plat entre la phase plus et la phase moins, cette interface ne bouge pas, elle a une vitesse nulle. Et bon, la forme du front peut être calculée pour aller de ce point-là à celui-là. Alors, donc, la chose importante, c'est en contraste avec ce qui se passait avec l'équation KPP, c'est qu'il y a une seule vitesse. Il n'y a pas un continuum de vitesse. L'autre fois, on voulait partir du sommet ici, atteindre le bas, le minimum, et en fait, on pouvait avoir des frottements, V joue le rôle d'un frottement, aussi grand qu'on veut, on arrivait toujours enfin, au fond du vallon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le champ est non nul? Donc, si je mets un champ non nul, mettons H positif, bon, il va y avoir une certaine aimantation plus ici. Elle ne va pas être exactement la même que l'aimantation moins. Les deux aimantations vont être les zéros de cette équation du troisième degré. Bon, je sais pas la peine de l'écrire précisément pour l'instant. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une région plus, une région moins. Et physiquement, on se dit que si on met un champ,
le système va avoir envie de s'orienter dans le champ, donc cette interface va se mettre à bouger. Quelle est la vitesse avec laquelle il va bouger? Eh bien, qu'est-ce que ça change d'avoir un champ? D'avoir un champ, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est que le potentiel qui est là, il va avoir moins h, attendez, je ne dis pas de bêtises, il va avoir plus hy. Si le champ est non nul, j'ai un potentiel. Tout ce que j'ai dit auparavant, je cherche une onde progressive, je remplace dans les équations et je trouve que la dynamique de cette particule fictive, là, en y, quand j'ai fait ce petit changement de variable, eh bien, elle va se vivre dans un potentiel. Et maintenant, ce potentiel, eh bien, il a cette propriété. Les deux sommets ne sont pas à la même hauteur. Et donc, je veux aller de ce sommet à ce sommet, l'aimantation spontanée ici à l'aimantation spontanée qui est là, et il va y avoir un seul frottement qui va me permettre d'y arriver. Si je prends un V trop petit, si je ne mets pas de frottement du tout, ben, je vais arriver ici avec une certaine énergie cinétique et je vais repartir. Si le frottement est trop important, je ne vais pas arriver à remonter la colline qui est là. Et donc il y a une valeur, toujours, encore une fois, une seule vitesse qui va être sélectionnée dans ce cas-là, qui va être juste le frottement qu'il faut mettre ici pour qu'en partant du haut de cette colline, j'arrive là-haut avec une vitesse nulle. Bon. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire de simple sur la dynamique de ces fronts quand ils sont planaires, quand la région qui sépare la phase plus de la phase moins est planaire. Alors, on peut utiliser exactement les mêmes idées dans le cas où l'interface, comme on l'a vu tout à l'heure, a une forme courbe. Les interfaces qu'on a vues tout à l'heure, bon, il y avait des régions rouges ou blanches, des choses comme ça, et on les voyait, enfin, vous les voyez, elles se déforment au cours du temps, ce n'était pas plate. Et la question, c'est comment se déforment ces interfaces. Alors, une façon de faire, c'est de prendre l'équation d'Allen-Kahn dans tout l'espace et de laisser évoluer. Mais en fait, à l'intérieur de la phase plus, il ne se passe pas grand-chose. À l'intérieur de la phase moins, il ne se passe pas non plus grand-chose. Et donc, la seule dynamique, c'est la façon dont ces frontières se déplacent. Et la façon dont ces frontières se déplacent, c'est que la vitesse locale, la vitesse est égale et proportionnelle à l'inverse du rayon de courbure. Donc ça va être égal alpha le rayon de courbure. Donc c'est ça qui va faire que l'interface va paraître de plus en plus plat. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment on peut y arriver. Et ça va être encore assez simple. Pour s'en convaincre, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que je vais prendre une géométrie simple pour que les calculs soient faciles. Et la géométrie simple, ça consiste à partir d'une situation où il y a une phase, mettons la phase plus ici, entourée de phases moins, et on va voir que cette expression, que la vitesse est proportionnelle à l'inverse du rayon de courbure, va émerger facilement. Donc ici, je me place dans le cas où h égale 0. Donc les deux sommets sont à la même hauteur. Et donc si l'interface était plat, il n'aurait pas envie de bouger. Alors, pour voir comment la vitesse de cette interface évolue au cours du temps, eh bien, on va penser que très loin du bord, là, on a l'aimantation plus, très loin à l'extérieur, on a l'aimantation moins, et il va y avoir une petite région ici, et dans cette région, ça a l'air d'être presque plat. Si le cercle de taille grand R est très grand, localement, ça a l'air d'être presque plat. Donc on se dit que la solution qu'on a trouvée dans le cas d'un plan
va énormément ressembler à ce que je vais voir quand je me déplace le long d'un rayon, hein, puisque si le rayon est très grand, ça ressemble à un plan. Donc l'idée, c'est de dire, je prends les équations de Allen-Kahn et je vais supposer que l'aimantation, quand je me déplace le long d'un rayon, est de la forme m de r qui est égale à une fonction de u de r moins r de t. Donc je vais prendre le même u que celui qu'on avait tout à l'heure dans le cas h égale 0. Donc tout à l'heure, supposons qu'on ait trouvé la forme ici. En fait, cette forme, on peut la trouver de manière explicite, je l'écrirai dans une seconde, mais vous supposez que l'aimantation, quand vous vous déplacez le long d'un rayon et de cette forme, hein, et maintenant vous remplacez dans l'équation d'Allen-Kahn. Alors dans l'équation d'Allen-Kahn, si vous avez juste le rayon, ici vous allez avoir donc dm sur dt égale le Laplacien, mettons en dimension d. Le Laplacien en dimension d, c'est d2 m sur dr2 plus d-1 sur r, dm sur dr, et puis plus m moins m3 plus h. Donc ça, j'ai juste écrit le Laplacien en coordonnées sphériques, et comme j'ai pris une symétrie sphérique, plus rien ne dépend, les choses ne dépendent que du rayon. Alors, si vous regardez cette équation, si j'explicite, j'ai d2u sur dr carré plus d-1 sur... Alors, le r, ici, il est tout près du grand R, parce que tout se passe dans une région qui est proche de ce rayon. Si je m'éloigne, je suis entièrement dans la phase plus ou dans la phase moins. Donc ici, le R, je le remplace par R de t, dm sur dr, plus m moins m3 plus h. Bon, pour l'instant, je ne mets pas de champ. On va passer au champ dans une seconde. Et ici, le dm sur dt, il me fait apparaître un r point du sur dr. Je ne sais pas si c'est du m ou u, mais pour ça, c'est ça. Et donc, vous voyez que si le u, quand je suis le long de cette frontière, si le u, il ressemble, c'est le même que celui qu'on avait ici, hein, dans le cas v égale 0, hein, on avait vu que quand h vaut 0, le champ valait 0, eh bien, il faut que ces deux termes se compensent. Et que ces deux termes se compensent, ça me dit que R point doit être égal à moins d-1 sur R. Donc ça me dit bien que la vitesse radiale, ici, elle est inversement proportionnelle à la courbure. Bon, donc c'est quelque chose qu'on apprend de cette manière. On peut faire une autre remarque. Qui repose encore une fois sur la même équation. Supposons maintenant que je mette un petit champ. Alors, physiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ma goutte, mettons avec une aimantation plus, et puis il y a l'aimantation moins autour, et maintenant j'ai mis un petit champ. Donc en fait, le système, il serait content d'avoir tout le monde plus. Mais ce qui se passe, c'est que si la goutte est trop petite, eh bien, le R point égale... la courbure sera grande, donc il va y avoir un effet qui va faire que la vitesse a envie de faire que cette goutte diminue en taille et qui va rentrer en compétition avec le champ qui a envie de la pousser vers l'extérieur. Alors, si vous remettez ça dans l'équation, en rajoutant juste H, vous allez trouver que moins R point moins D-1 sur R, c'est la dimension de l'espace, égale V de H
pardon, vous allez trouver que, excusez-moi, R point égale moins D2R, D moins 1 sur R, plus la vitesse V de H, qui serait la vitesse d'un plan entre la phase plus et la phase moins. Et donc ça va vous dire que si le rayon est suffisamment faible, eh ben le rayon va se mettre à diminuer. Si le rayon est suffisamment grand, c'est ce terme qui va gagner, et donc la goutte va se répandre. Donc ça permet, par ce genre de calcul, ça permet d'estimer le rayon critique à partir duquel, si j'ai une goutte qui est au-delà de ce rayon critique, elle va s'étendre. Bon. Alors, juste quelque chose que j'ai omis de faire. Il se trouve que les équations pour ces ondes progressives, en fait, elles ont une solution analytique. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai écrit l'équation de Allen-Kahn. Et en fait, ces ondes progressives, il se trouve que dans le cas présent, on a une formule explicite que j'écris, c'est-à-dire M égale U de X moins VT, et on trouve que U est de la forme, alors bon, j'écris, c'est une formule un tout petit peu compliquée, mais pas si terrible que ça, c'est juste une tangente hyperbolique de racine de 1 moins 3 a carré sur racine de 2, 1 moins 3 racine de 2 fois t, et le champ, il s'écrit 2a moins 8a3. Donc, comme souvent, quand on résout ces équations, c'est mieux souvent on tombe sur des formes un peu paramétriques. Donc, si au lieu de parler en termes de ce champ H, je parle en termes de ce paramètre A, que je peux déduire de H, eh bien, le front va avancer à une certaine... La forme du front va être donnée par simplement ce tangente hyperbolique, et il va y avoir une vitesse qui, j'espère que je ne me suis pas trompé, est donnée par cette expression. Et bien sûr, si le champ est nul, A vaut 0, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe dans l'équation de Allen-Kahn. Donc, pour en finir avec cette équation de Allen-Kahn pour l'instant, il y a deux choses que je veux faire remarquer. Tout à l'heure, j'ai dit que si on partait avec un plan avec une phase plus à gauche et une phase moins, on peut mettre un champ nul ou non nul. Enfin, mettons, si le champ est non nul, l'interface va se mettre à avancer. Bon. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la physique? Pas forcément. Il faut que la température soit suffisamment basse. Pourquoi? Parce que si la température n'est pas assez basse, il va y avoir des fluctuations qui vont se produire dans la phase plus et dans la phase moins, et il va y avoir de temps en temps des nucléations de régions. Donc là, c'est la phase moins. Il va y avoir par fluctuation des nucléations de régions avec une aimantation positive. Et s'il y a une nucléation avec des gouttes qui sont suffisamment grandes, qui sont plus grandes que le rayon critique dont on parlait tout à l'heure, elles vont se mettre à se développer et à envahir l'espace. Donc en fait, c'est un peu comme si, dans une guerre, on envoie des parachutistes ici et commence à agrandir le territoire et ainsi de suite. Et donc, il va y en avoir de plus en plus loin. Et donc, cette interface va perdre son sens si on tient compte des fluctuations. Alors, j'ai parlé de ça pour contraster de cette équation de Allen-Kahn. D'abord, je pense que c'est une très jolie théorie, mais c'est surtout pour contraster avec l'équation KPP. Alors, si vous vous souvenez de l'équation de Allen-Kahn, elle est de la forme Allen-Kahn. Elle est de la forme dm sur dt égale m
bon, quand je prends une dimension, dx2m plus f de m, et le f de m était de la forme m moins m3 plus h. Donc ça, c'est Allen-Kahn. Quand on avait parlé de KPP, ben, on avait écrit du sur dt égale d2u sur dx carré plus u moins u2. Mais la différence n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'il y ait le h et le m3 au lieu du m2. Si on avait mis u3 ici, ça n'aurait pas changé grand-chose. La grande différence, c'est que ici, on regardait des fronts qui allaient de u égale 0 à u égale 1, c'est-à-dire on avait un front qui partait de u égale 1, qui arrivait à u égale 0 et qui avançait à une certaine vitesse. Et là, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a toute une famille, un paramètre de front qui avance avec des vitesses arbitraires. Et on avait vu qu'il y avait une certaine vitesse minimum. Dans le cas présent, cette vitesse minimum valait 2. Donc, dans le cas KPP, il y avait un continuum de solutions. Alors, dans le cas de Allen-Kahn, on ne s'est pas posé la question d'aller de 1 à 0, c'est-à-dire 1 et 0. La façon dont il faut y penser, c'est que si je regarde ici et j'appelle ça f de u, eh bien, si je m'intéressais à quelque chose d'uniforme, du sur dt égale f de u, eh bien, u égale 0 est instable et u égale 1 est stable. Dans le cas Allen-Kahn, le cas qu'on a regardé, eh bien, on a été d'un milieu stable vers un autre milieu stable. On est parti de la phase moins vers la phase plus. On allait d'un milieu stable vers un autre milieu stable. Donc en fait, le f de m, ici, dans le cas de Allen-Kahn, il a une forme de ce genre. Ici, c'est la valeur, la phase plus. Ici, c'est la phase moins. Et le f de m, en fonction de m, a cette forme. Et donc, on veut aller d'une situation stable. Si je m'écarte un petit peu d'ici, eh bien, je vais retourner vers la phase moins. Et là, pareil. Et donc, c'est un front qui va de stable vers stable. Et ce front qui va de stable vers stable, eh bien, il a, comme on l'a vu, une seule vitesse. Il n'y a pas un continuum de vitesse, il y a une seule vitesse qui est sélectionnée. Donc ça, c'est la grande différence. Alors, plus généralement, si vous vous intéressez à... Si vous vous dites, essayons de regarder une équation dont FKPP et Allen-Kahn sont des cas particuliers, eh bien vous vous dites, voilà, je vais prendre dm sur dt, et dm sur dt ou du sur dt égale à Laplacien plus un certain f de m. Et maintenant, je dessine un f de m relativement général, donc f de m, il va avoir une forme de ce genre. Voilà. Alors, si je dessine un f de m qui a cette forme, il y a des points fixes stables et des points fixes instables. Donc celui-là est stable, hein, puisque supposons que je sois uniforme. Si je m'écarte un peu de ce point fixe, eh bien, je vais retourner vers ce point fixe. Donc en fait, là, j'ai des points fixes stables, là, j'ai des points fixes instables, et ainsi de suite. Et donc, je vais pouvoir, de manière générale, avoir des fronts qui vont soit d'un point fixe stable à un point fixe instable, comme ces deux-là, ou bien qui vont d'un point fixe stable à un autre point fixe stable, comme ici. Bon. Et d'une certaine manière, si on reprend un peu l'idée de cette pseudo-particule qui se déplace dans un potentiel, ben le potentiel U de Y, il va avoir une forme qui est comme ça. Il va y avoir des minima et des maxima.
Et donc, quand je vais vouloir savoir la vitesse d'un front, eh bien, il va y avoir des fronts qui vont partir d'un sommet, arriver à un autre sommet. En général, la vitesse va être fixée. On peut imaginer des situations où même elle serait quantifiée. Il y a certaines valeurs discrètes, mais enfin, le cas le plus simple, c'est qu'il y a une seule vitesse quand on va d'un point fixe stable à un point fixe stable. Si on va d'un point fixe stable à un point fixe instable, il y a une famille à un paramètre de vitesse, puisque si je mets un frottement, si un frottement me permet de descendre au fond de cette vallée, eh bien un frottement supérieur va m'amener à nouveau au fond de cette vallée. Alors, le dernier point que je vais essayer d'aborder un peu en détail, c'est ce qu'on appelle les fronts poussés et les fronts tirés, la différence entre front tiré et front poussé. Alors, souvent, on utilise assez peu tirer et pousser, c'est pulled et pushed. Et donc, c'est des fronts qui, dans les deux cas, sont des fronts qui vont de instable vers stable. Alors, l'exemple le plus simple de front tiré, c'est KPP qu'on a vu, et je vais vous rappeler très brièvement ce qu'on fait dans le cas de KPP pour faire le contraste avec ce qui se passe dans le cas des fronts poussés. Donc, front tiré. Alors, je reprends le cas de l'équation KPP dont on a parlé déjà, du sur dt égale d2u sur dx2 plus u à moins u. Bon, et maintenant, je voudrais savoir quelle est la vitesse du front. Et en fait, c'est assez facile de trouver cette vitesse du front dans tous ces cas-là en faisant le raisonnement suivant. On se dit, voilà, on va avoir un front qui est en train d'avancer. Et puis, quand on est très loin à l'avant, U est petit. Donc, si U est petit, on peut oublier le terme non linéaire. Et maintenant, on va dire, voilà, il y a un front qui avance. U égale, je ne sais pas, une fonction de x moins vt. Et on va supposer que ça décroît exponentiellement. Donc, on va supposer que pour x moins vt grand, ceci, ça décroît e puissance moins gamma x moins vt. On met ça dans l'équation, et on va trouver que là, c'est la forme a et puissance moins gamma x moins vt. Vous mettez ça dans l'équation où vous avez négligé le terme en u carré, et vous trouvez que v est égal à gamma sur plus 1 plus gamma. C'est ce qu'on avait vu dans le cas de l'équation KPP. Et donc, ça me dit que si j'ai une certaine vitesse, elle vient avec une certaine décroissance exponentielle. Donc, si je me donne la décroissance exponentielle de la solution, ça me donne la vitesse. Et donc, le V en fonction de gamma, il a la forme suivante. Peut-être que c'est trop haut, là. Le V en fonction de gamma, il a cette forme-là. Et il y a une vitesse minimum. Il se trouve que c'est cette vitesse 2 pour gamma égale 1. Donc, et ce que ça me dit aussi, c'est que, en fait, pour chaque vitesse, il y a deux valeurs de gamma qui sont possibles. Et donc, la solution va être f de x va être de la forme A1 et puissance gamma 1x plus A2 et puissance moins gamma 2x. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on obtient en linéarisant, par exemple, le potentiel U de Y. Quand on regarde ce qui se passe près du minimum de ce potentiel U de Y, c'est ce qu'on voit. Donc,
pour chaque vitesse, il y a une valeur gamma 1 et il y a une valeur gamma 2, une valeur gamma 2. Alors, déjà, il y a ce dessin, mais maintenant, ce qu'on avait vu aussi dans le cadre de l'équation KPP, c'est que si je pars avec une condition initiale U de x et de 0 qui décroît avec un certain gamma initial x, donc hein, ça c'est à l'instant initial, je prends une condition initiale qui décroît exponentiellement. Ce qui va se passer, c'est que si ça décroît très vite, on va se déplacer à la vitesse 2. Et en fait, si je dessinais à quelle vitesse asymptotiquement le front va avancer quand on change gamma initial, eh bien ça va être, si je représente ici gamma initial, hein, donc la décroissance de la condition initiale, ça va être donné par la courbe qui est là. Si ça décroît plus lentement que ce gamma critique qui est là, ce qui correspond au minimum, eh bien, le front va avancer à la vitesse v de gamma. Et si, au contraire, ma décroissance initiale est suffisamment rapide, eh bien, je vais rester à cette vitesse 2 qu'on obtient déjà même si on prend initialement une fonction qui est nulle à droite de l'origine. Donc ça, c'est la situation des systèmes poussés. Mais, tirés. Le front tiré. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un front poussé? Bien, dans le cas d'un front poussé, je vais vous donner un exemple d'un front poussé. Bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le V de gamma comme tout à l'heure, il y aura un minimum. Mais si vous prenez une certaine condition initiale, gamma initiale, eh bien, vous allez emprunter cette courbe, et puis l'horizontale, elle va arriver plus tôt que... Enfin, vous n'allez pas pouvoir atteindre le minimum, elle va se produire plus tôt que ça. Donc vous allez avancer plus vite que cette vitesse minimum. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas des fronts poussés. Alors, d'où ça vient? Bien, dans tous les cas, si je regarde ce qui se passe très loin, je sais d'avance que, asymptotiquement, très loin à droite, hein, il suffit de résoudre le problème linéaire, qu'un front qui se déplace à la vitesse v va décroître avec A1 et A2. Mais ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que calculer A1 et A2, c'est compliqué. Calculer gamma 1 et gamma 2, c'est facile, il suffit de résoudre cette équation du second degré, mais calculer A1 et A2, c'est compliqué. Ça dépend de la forme non linéaire. Et dans certains cas, A1, la décroissance la plus lente, a une amplitude nulle, ce qui fait que, donc, ce qui va se passer, c'est que quand je suis dans cette région, A1 va être positif, et là, A1 va être négatif. Donc, s'il y a une certaine valeur de la vitesse où A1 change de signe, eh bien, tous les fronts qui viennent après, ils vont avoir une partie négative, et donc ils ne vont pas pouvoir être les fronts que je peux atteindre quand je pars avec une condition initiale positive. Donc c'est vraiment ça le message. Donc ça s'appelle les fronts poussés, qui sont un peu plus compliqués à étudier. Alors, je vous donne un exemple que les gens ont beaucoup utilisé. D'abord, peut-être avant de donner cet exemple, je veux dire que des formes de ce... quand j'écris des équations du genre du sur dt égale d2u sur dx2 plus f de u, bon, dans la littérature, et selon les situations physiques que les gens ont voulu considérer, eh bien, il y a toutes sortes de formes de ce f de u qu'on voit apparaître. Donc le f de u de KPP, il a cette forme-là. Mais
il y a des f de U qui ont des formes de ce genre. Il y a des f de U qui ont aussi des formes de ce genre. Alors, je vais commenter. Ça, par exemple, ce cas-là, c'est un modèle de flamme. Si vous pensez que U représente la température, bon, la température reste constante. Enfin, si vous avez une certaine température, s'il n'y a pas eu de réaction chimique, la température reste constante. Et puis, si vous atteignez une certaine température dans un mélange qui peut réagir, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la réaction chimique va faire monter la température. Donc, un F2U comme ça, les gens ont regardé ce genre de problème pour étudier la vitesse des flammes. Alors évidemment, c'est dans des cas très particuliers de vitesse des flammes, où la pression est constante dans toute la région où la réaction se produit, mais c'est un des modèles les plus simples, et bien sûr, les gens ont fait des choses beaucoup plus avancées que ça. Alors, ce genre de situation peut conduire à des fronts poussés ou des fronts tirés, et aussi, je fais appel encore une fois à des souvenirs de la dernière fois. Ce qu'on avait vu, c'est que si f de U est inférieur à U f' de 0, c'est-à-dire que tout le f de U est en dessous de cette droite, eh bien, on a toujours un front tiré. On est toujours dans le cas de KPP. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, on peut se trouver dans le cas de cette équation de front poussé. Alors, juste, je donne un exemple, puis après, je vais vous montrer des cas où tout ça peut se calculer de manière explicite. Alors, l'exemple que les gens ont beaucoup, qui apparaît dans beaucoup d'articles, c'est le cas où le f de U, il est donné par cette formule, donc j'écris du sur dt égale d2u sur dx carré plus u 1 moins u, donc c'est un peu comme KPP, 1 plus a fois u. Alors il se trouve que ce problème-là, on peut trouver certaines solutions, et ce que l'on voit, c'est que si a est plus petit que 2, on est dans le cas tiré, pardon. Donc la vitesse asymptotique est 2. Et puis si A est plus grand que 2, pour cette équation, la vitesse asymptotique, c'est le cas poussé. Et la vitesse asymptotique, elle vaut racine de A sur 2 plus racine de 2 sur 1. Donc c'est un exemple. Donc ceux qui, par exemple, ne croiraient pas peuvent prendre une condition initiale, je ne sais pas, une condition initiale en créneau comme ça, ou celle qui vous plaît, enfin qui décroît suffisamment vite, et vous vous posez la question, j'intègre cette équation, et où va se trouver le front au bout d'un temps très long? Eh bien, vous allez le trouver pas loin de la position de 2t, bon, au terme de Bramson près dont on a déjà parlé, ou bien, si A est plus grand que 2, vous allez le trouver près de cette vitesse. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces calculs qui sont pas très compliqué, mais bon, je vous le signale. Alors, ce que je vais faire dans la toute dernière partie de ce travail, de cet exposé, c'est de vous parler de travaux qu'on avait fait en particulier avec Éric Brunet. Et c'est un problème à frontière libre où tous ces différents cas, enfin les cas entre poussées et tirés peuvent se voir de manière explicite en faisant des calculs très élémentaires. Alors, en fait, on a regardé deux modèles et je vais les indiquer. Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait il y a 3-4 ans, donc avec Eric qui est là. Et le premier travail, c'était de considérer ce qu'on appelle un problème de frontière libre.
Alors, les problèmes de frontières libres, il y en a certains qui sont fameux en physique. Par exemple, quand on s'intéresse à la solidification, vous êtes à une certaine température, vous mettez le système à une certaine température où le solide a envie de croître, et donc vous pouvez vous poser la question à quelle vitesse l'interface entre le liquide et le solide va avancer. Ça, c'est un problème de solidification. Essentiellement, du point de vue de la physique, vous avez une interface. Bon, quand l'interface avance, il se crée de la chaleur, simplement par la chaleur latente, qui va être dissipée lors de la solidification, disons. Et cette chaleur, il va falloir qu'elle diffuse à gauche et à droite, et donc elle va diffuser de manière différente dans le liquide et dans le solide. Et donc vous allez avoir un problème de frontière libre. Cette frontière est en train d'avancer. Vous pouvez vous poser la question à quelle vitesse avance cette interface. Essentiellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre un régime stationnaire où l'interface peut avancer à une certaine vitesse et la chaleur latente est dissipée d'un côté par la diffusion de l'énergie à droite et de l'autre côté, une autre diffusion d'énergie à gauche. Et c'est ça qui va vous permettre de déterminer cette vitesse, par exemple. Enfin, il y a différentes versions de ces modèles. Alors, avec Eric, on a voulu comprendre à la fois Bramson, les fronts tirés, les fronts poussés, etc. Et donc, on a essayé de mettre au point un modèle pour lequel on peut calculer essentiellement tout. Mais enfin, vous allez voir sous quelle forme les choses peuvent se calculer. Alors, on a fait le premier modèle, je vais passer assez rapidement dessus. Le premier modèle, on a dit, voilà, on va travailler sur un réseau, c'est plus simple, et on va avoir U au point N, qui va avoir une forme comme ça. Il vaut 1 ici, et puis en dehors, pour les n plus grands, il va décroître. Bon, ça va être c'est l'équivalent du U de x. Vous avez un U de n, et donc on voudrait savoir ce que vaut U de n et de t. Et bien sûr, dès que vous avez un problème non linéaire, les calculs sont impossibles à faire. Donc on a dit, voilà, on va regarder un problème linéaire. Par exemple, un des cas qu'on a regardé, c'est UN-1 plus UN, si UN est plus petit que1, et puis égale 0 si UN égale 1. Donc, dans toute la région à droite de ce point où ça vaut 1, ça avance avec une évolution linéaire, et puis à gauche, ça reste égal à 1. Et on laisse évoluer les choses, et ce qui va se passer au cours du temps, si je regarde le système à un instant ultérieur, eh bien, un instant ultérieur, ces points-là auront atteint la valeur 1, et puis les autres points, je vais avoir un front qui va se mettre à avancer comme ça. Et donc, on est arrivé à étudier ce problème et à montrer, par exemple, que pour ce problème, on retrouve tout ce qu'on a pu dire sur les fronts tirés, on retrouve le 3,5 de Bramson, etc., pour ce problème. Alors, juste la façon dont les calculs apparaissent pour étudier ce modèle, c'est juste un petit calcul. Alors vous voyez que, en fait, la difficulté, c'est que de temps en temps, un point atteint 1. Donc tant qu'un point n'atteint pas 1, ben, on a un système d'équations linéaires à résoudre. Et puis ces équations, il faut les raccorder au cas où on est arrivé à 1. Et donc les équations linéaires sont un peu modifiées puisqu'il y a un des sites qui change de rôle et ainsi de suite. Alors, un des résultats qu'on a obtenus est... je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, oui, je le dis rapidement. Donc en fait, la façon dont on décrit ce système, c'est qu'on se dit, on part avec une certaine condition initiale et on appelle Tn le moment où UN égale 0 égale 1 pour la première fois. UN de t égale 1 pour la première fois. Donc je pars avec une certaine condition initiale. Ce point-là va arriver en 1, bon, ça va être le temps t1. Le deuxième va arriver en 1 au temps t2, et ainsi de suite. Et maintenant, est-ce que si je vous donne la condition initiale, vous pouvez me dire ce que valent les temps t1, t2, et surtout
ce que valent les temps Tn quand n devient très très grand, parce que vous voudriez savoir qu'est-ce qui se passe si vous attendez très longtemps. Donc ça, c'est un problème linéaire. Et ce qu'on avait obtenu, alors c'est ça qui nous a permis de dire beaucoup de choses sur ce genre de problème, c'est une équation qui relie la condition initiale. Donc ça, c'est une fonction génératrice de la condition initiale. Si je connais tous les un à l'instant 0, ça me donne, je peux dire ce que vaut cette fonction. Enfin, moi, j'ai le développement de cette fonction. Et on est arrivé à montrer que c'est donné par cette expression. Alors, je l'ai écrit parce que c'est un problème mathématique, je trouve assez un peu inhabituel. Donc, pour ce problème, les temps Tn sont là et la condition initiale est là. Et la façon dont il faut comprendre ce genre d'expression, c'est juste je développe en puissance de lambda. Donc si vous développez en puissance de lambda, ça va vous dire que les puissances moins T1, c'est 1 plus U1 de 0 sur 2. Et puis, vous allez à l'ordre lambda carré, ça va vous dire ce que vaut puissance moins T2, vous allez trouver une expression, et ainsi de suite. Et donc, a priori, sauf que ces expressions deviennent très, très compliquées, alors que là, on a une forme relativement fermée. Et donc ça permet de calculer ou d'obtenir les temps Tn en fonction de la condition initiale. Et tout le jeu a été d'essayer d'extraire le comportement asymptotique des Tn à partir de la condition initiale. Par exemple, vous pouvez prendre une condition initiale où initialement, il n'y a rien, c'est juste une fonction θ, c'est-à-dire, par exemple, le terme de gauche serait 0. Et la question, c'est comment les Tn doivent-ils se comporter pour satisfaire cette équation. Et cette équation toute seule, elle permet de trouver la vitesse asymptotique, elle permet de trouver les termes de Bramson, d'autres corrections à Bramson, et ainsi de suite, simplement en analysant cette fonction. Bon, ça c'est ce qui a été fait, donc j'ai encore quelques minutes. Ça, c'est ce qu'on avait fait en 2015, je crois, ou 16, je ne sais plus. Et on a suivi un autre travail, plus récent et encore plus simple, qui a été fait toujours avec Eric et avec Julien Berestiki. Et là encore, c'est un problème de frontière libre. On s'est posé la question suivante. Donc, au lieu de travailler sur un réseau, conceptuellement, c'est un petit peu plus simple de travailler sur le réseau. Mais on est passé au continu et on a regardé la chose suivante. du sur dt égale u plus d2u sur dx2. À nouveau un problème linéaire. Ça, si u est plus petit que 1, est égal 0 si u est plus grand ou est égal à 1. Donc, c'est exactement la même chose que précédemment. Vous avez un front qui va avoir une forme comme ça et qui, à un instant donné, va se trouver à une position mutée. Donc, ça, c'est u et ça, c'est x. Et à un instant donné, ça va avoir une forme de ce genre. Alors, quand on donne juste cette équation, il est nécessaire aussi de spécifier comment on raccorde à l'origine. Et un des raccordements possibles qu'on a pris, enfin, on n'a pas exactement ces notations, mais ça n'a pas d'importance, muté de t égale 1. Bon, ici, on atteint la valeur 1, et au-delà, ça ne bouge plus. Et puis, la dérivée u', donc du sur dx en muté, et en t vaut moins bêta. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est quasiment un exercice très élémentaire de calculer les ondes progressives. Parce que les ondes progressives, une onde progressive, ça va me dire que le point muté là, avance avec une certaine vitesse. Donc, je vais pouvoir calculer explicitement la forme des ondes progressives. Et la forme des ondes progressives, c'est uniquement une somme de deux exponentielles. Donc, le u, si vous cherchez une solution u égale a en puissance moins gamma x moins vt plus b en puissance
moins gamma prime x moins vt, ben, ça s'arrête là. C'est parce que le problème est linéaire. Le u dans la région où ça ne vaut pas 1, il est donné explicitement par quelque chose comme ça. Et la vitesse est donnée comme d'habitude par cette relation. Et maintenant, parce que le problème est linéaire dans la région intéressante, vous pouvez tout calculer. Vous pouvez dire ce que vaut A, ce que vaut B. Et A de gamma, il vaut 1 moins bêta gamma sur 1 moins gamma 2. Et B de gamma, il vaut 1 moins bêta gamma prime sur 1 moins gamma prime 2. Donc, on a vraiment la forme des fronts explicitement. Donc, B de gamma prime, enfin B il vaut ça, pardon, enfin B de gamma prime, si vous voulez l'appeler comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai la vitesse en fonction de gamma. V en fonction de gamma, qui a une forme de ce genre. Il y a cette vitesse 2 qui est là. Bon. Gamma, pour une vitesse donnée, le gamma est là. Gamma prime, c'est l'autre racine qui est là. Et puis, les amplitudes sont données par ça. Et vous voyez que si bêta est plus grand que 1, le minimum ici, il est égal à 1. Si bêta est plus grand que 1, ben il va y avoir une certaine valeur de gamma ici pour laquelle l'amplitude de la solution qui est la plus lentement décroissante va s'annuler. Et donc, si bêta est plus grand que 1, on va avoir un front poussé. Si bêta est plus petit que 1, on va avoir un front tiré. Et là, on a la forme des fronts de manière totalement explicite. Alors, juste, je vais terminer. Donc, c'est tout à fait la même chose que ce que je vous ai raconté, sauf que dans ce que je racontais tout à l'heure à propos des fronts tirés et fronts poussés, eh bien, on n'a rien de tout à fait explicite parce que la forme des fronts, on ne la connaît pas suffisamment. Mais ce qui se passe ici, c'est exactement pareil, avec l'avantage que je trouve pas négligeable, c'est qu'on peut calculer tout ce qu'on veut. Alors, juste pour terminer, je voudrais dire que l'aspect qui nous a le plus intéressé et amusé, c'est la chose suivante, c'est que toutes les corrections de position, de Bramson et tout ça, peuvent se comprendre aussi pour ce problème et peuvent se comprendre de la manière suivante. Tout à l'heure, quand on a regardé le problème discret, il y avait une relation entre le temps où le champ UN atteignait la valeur 1 et la condition initiale. Et ici, on a quelque chose de tout à fait semblable que j'écris. Il y a une équation du même genre, sauf qu'elle est beaucoup plus simple. Alors, je vais l'écrire dans un cas particulier, c'est-à-dire le cas bêta égale 0. Mais on peut le faire dans le cas général. Et ce à quoi on est arrivé, donc dans ce travail avec Éric Brunet et Julien Berestiki, on a montré que si on se donne une condition initiale, u de x est de 0, la question qu'on se pose, c'est on va avoir un front et on voudrait savoir quelle est la position du front à l'instant t. Et en particulier, surtout, dire quelle est la symptotique quand t devient grand, où se trouve ce front. Et donc, on résout ce problème. Bon, là, je discute juste le cas bêta égale 0, donc ici, ça vaut 0, mais on peut discuter les autres cas. Et alors, on est tombé sur une relation assez simple que j'écris, qui est la chose suivante, qui relie la condition initiale à l'instant 0 et puissance Rz dz égale moins 1 sur R plus 1 sur R intégrale de 0 à l'infini et puissance R mutée moins 1 plus R carré T dt. Voilà. Donc, si je donne une condition initiale, la position du front à l'instant T est reliée à la condition initiale de cette manière où R
En fait, j'écris une équation, mais en fait, ce n'est pas une équation, c'est une équation qui est vraie pour tous les R plus petits que 1. Donc en fait, c'est une infinité d'équations. Et maintenant, la question, c'est, en regardant cette équation, est-ce qu'on peut trouver la position du front? Est-ce qu'on peut trouver les corrections de Bramson? Et la réponse, c'est oui. Alors, le cas le plus simple, c'est de prendre une condition initiale qui est en créneau, comme ça, qui vaut 0, à droite de l'origine, auquel cas ça vaut 0. Et la question, c'est de dire, je vous dis que cette relation est vraie pour tous les R plus petits que 1, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Donc c'est vraiment un problème, je trouve, de mathématiques très simple à poser. Quel est le comportement asymptotique de mu t? Comment se comporte mu t, sachant que cette équation-là, égale 0, est valide pour tous les R plus petits que 1. Et alors, juste pour vous donner une idée de la façon dont ça fonctionne, ça va prendre 2 secondes. Si on suppose que la position est égale à 2 fois t, vous remplacez là-dedans, vous arrivez à calculer l'intégrale, et vous allez trouver que cette intégrale-là va avoir une partie singulière. La partie singulière de i va être... Bon, là, on peut faire le calcul directement, hein, l'intégrale sur t devient facile, et c'est donné par e puissance moins r moins 1 au carré sur r moins 1 au carré. Donc, pas de chance, parce que je voudrais que ça vaille 1 sur R, et en fait, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus singulier que 1 sur R quand R tend vers 1. Bon. Alors, je dis, bon, peut-être que j'ai raté quelque chose. Je dis, ça vaut 2 mu t plus, alors je prends dans mes notes, moins lambda log t. Je cherche la partie singulière, c'est un peu mieux. Au lieu d'avoir une divergence comme ça, j'ai R moins 1 ou 1 moins R, puissance 2 lambda R moins 2 gamma de 1 moins lambda. Et je voudrais que ça soit régulier. Alors vous voyez que... 2 lambda R. Alors, vous voyez que quand R tend vers 1, je vais avoir une loi de puissance, donc il va y avoir une singularité, sauf si devant, là, il y a un entier. Mais alors je pourrais dire, quand R vaut 1, je voudrais un entier. Donc par exemple, je pourrais prendre lambda égale 1. Mais lambda égale 1, il y a un gamma là qui m'embête. Donc en fait, le premier lambda qui fonctionne, c'est le 3,5, qui est le 3,5 de Bramson. Et on peut continuer comme ça et déterminer beaucoup d'informations à propos de la position asymptotique de ces fonds. Donc je vous remercie, je m'arrête là. Et donc, à 11h15, il y a Henri Berestiki, qui est une des personnes les plus connues au monde sur toutes ces questions de front, et qui travaille à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui a accepté de nous donner un séminaire. Donc, je vous encourage à l'écouter.